Je vais vous présenter une situation, une personne donc qui souffrait de troubles bipolaires et qui a suivi une psychothérapie basée sur la pleine conscience. C'est une situation que j'ai présentée lors d'un colloque de psychothérapie qui s'est tenu à Genève le 14 et 15 juin 2018. Alors, je vais déjà présenter un petit peu le cas rapidement, le contexte de la prise en charge, les plaintes qu'avait cette personne, le déroulement du suivi, donc cela assez rapidement. La dernière évaluation qui avait été faite à la fin de la psychothérapie en 2013. Et ensuite, je vais vous présenter une entrevue que j'ai réalisée avec cette personne en 2018, donc environ 5 ans après la fin de la psychothérapie, presque 10 années après le début de la psychothérapie. Et que la personne explique un petit peu la situation 10 ans après le début de la psychothérapie et en quoi la psychothérapie, et notamment la pleine conscience, qui en était le fondement, l'a aidé à aller mieux. Et donc nous ferons rapidement un point sur la situation en mai 2018 et je voudrais vous proposer des hypothèses et des perspectives techniques que m'a inspiré cette prise en charge. Donc, les informations personnelles, c'est une personne qui est née en 1953, qui est divorcée, qui a 2 enfants, qui est retraité après une carrière de cadre juridique dans l'immobilier. Donc l'histoire médicale, donc en 1972, il quitte brutalement son travail et est retrouvé à 200 km de chez lui sans aucune explication. Il y a eu 1 mois d'hospitalisation avec traitement médicamenteux et suivi psychiatrique. En 1975, à 22 ans, il y a eu un épisode dépressif, 2 mois d'hospitalisation et 1 an d'arrêt de travail. En 1982, donc à 29 ans, il y a eu un épisode dépressif, 2 ans d'arrêt de travail, traitement médicamenteux, Aldol, Anafranil, Laroxyl. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ces médicaments, ce sont des médicaments que l'on donne en cas d'hallucination psychotique, en cas d'angoisse sévère et de dépression sévère. Et le psychiatre fait remarquer que l'épisode dépressif a suivi un épisode maniaque. Donc en 1985, à 32 ans, le rapport psychiatrique mentionne bouffée délirante, épisode maniaque, troubles thymiques de type mixte, consommation excessive d'alcool, problème de couple, hospitalisation de 2 mois sous Tegretol, qui est un régulateur d'humeur, déroxate et nosinant, électroconvulsothérapie, donc électrochoc, et le diagnostic de psychose maniaco-dépressive qui actuellement correspond au diagnostic de troubles bipolaires. Donc, en 1991, à 38 ans, nouvelle crise, hospitalisation de 2 semaines, arrêt du Tegretol pour voir si ce dernier est utile, puis reprise. Donc le contexte de la prise en charge en 2009, c'est le début de la prise en charge accompagnée par moi. Donc il y a eu un arrêt du suivi psychiatrique depuis 4 ans, un arrêt du Tegretol à l'instigation de sa compagne qui voulait devenir son seul psychiatre.
Et donc, suite à l'arrêt du Tegretol, il y a eu une séparation très brutale avec cette même compagne, après 10 ans de vie commune, dans un accès de colère, puis un épisode dépressif, et donc reprise du traitement. Et donc le traitement médicamenteux en 2009, au début de la psychothérapie, c'est l'Aroxyl jusqu'en 2010. Le Lexomil après avoir été sous tertian, et depuis 1990 sous Tegretol 200 mg en libération prolongée. Et donc s'il y a arrêt, l'humeur et le sommeil se dégradent au bout de 3 semaines. Donc ce qu'on constate, c'est qu'il y a toujours des antidépresseurs qui sont en général prescrits pour des dépressions sévères, des anxiolytiques pour des angoisses aussi très sévères, et le Tegretol qui est un régulateur d'humeur qui est donné pour des personnes qui ont justement, comme ce monsieur, des variations d'humeur très importantes. Et donc, c'est une amie psychologue qui conseille les TCC, et donc c'est à ce moment-là que la personne me consulte. Les plaintes, donc, c'est d'avoir des colères disproportionnées, principalement en contexte conjugal, un manque de confiance en soi, il ne peut pas exprimer ses désaccords face à sa compagne, par exemple, donc la compagne dont il s'est séparé. Comme c'est une personne qui a beaucoup de mal à vivre seule, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un avec lui, donc il se débrouille pour, sur Internet, trouver toujours une compagne qui l'accompagne plus ou moins longtemps. Il a peur d'être seul, donc, ce que je viens de dire, et il y a des difficultés sexuelles. Donc, c'est une personne qui se plaint de ne pouvoir mener à bien un rapport sexuel que s'il est dominé, même très dominé. Sa compagne, dans le cas du rapport sexuel, doit être très dominante, avec accessoires de domination. Donc ce n'aurait pas été vraiment un problème en soi, mais c'est un problème pour cette personne parce que c'est très difficile de trouver une femme qui correspond à ce critère, c'est-à-dire quelqu'un qui l'accompagne en tout temps et tout lieu, parce qu'il a peur d'être seul, sauf quand il est au travail. Et c'est plutôt une compagne qui est soumise dans le contexte habituel et qui doit être très dominante dans le contexte sexuel. Et donc c'est un profil de femme très difficile à trouver. Et de ce fait, cette sexualité un peu masochiste pose problème. Et donc, il y a une consommation d'alcool, une nécessité de boire habituellement une bière et 3 verres de vin tous les soirs. Et donc, s'il arrête, l'angoisse liée à la solitude réapparaît. Et à partir de cette plainte sont établis les objectifs et les lignes de base pour l'évaluation du suivi. Donc ça, c'est dans le cadre d'une démarche cognitivo-comportementale. Alors, le déroulement du suivi, donc de fin 2019 à début 2013, il y a eu en tout 56 séances, dont 5 séances de post-évaluation, de plus en plus espacées et réparties de mars 2012 à février 2013. Donc, au départ, la fréquence était de 3 séances par semaine. La participation parallèle et régulière à des groupes de méditation, donc pas dans un premier temps, mais dans un second temps. Et cette participation s'est poursuivie après donc le suivi individuel, y compris la participation à des retraites. Donc cela, c'est évidemment très important. Pour prévenir toute rechute, il est nécessaire de maintenir une pratique méditative. Et donc, le protocole qui a été utilisé, c'est le protocole MBCT,
y compris les aspects psychoéducatifs, mais la personne a eu l'occasion de pratiquer en plus la méditation sur la montagne et la méditation sur la bienveillance qui ne font pas forcément partie du protocole MBCT. Donc, au départ, le protocole MBCT a été conçu pour des dépressions unipolaires, donc sans variation d'humeur. Elle était déconseillée pour les personnes qui souffrent de troubles bipolaires. Donc en 2009, paraissaient quand même des premiers articles qui disaient que peut-être ça pouvait être intéressant d'utiliser ce protocole pour les personnes qui souffrent d'un trouble bipolaire. Et donc j'ai tenté l'expérience. Donc actuellement, par exemple, si on prend Paris 5, eh bien, le protocole MBCT est maintenant, ou en tout cas en 2018, il avait été annoncé que le protocole MBCT serait une condition indispensable pour avoir accès aux soins à Paris 5 pour les personnes qui souffrent des troubles bipolaires. Et les hôpitaux universitaires de Genève ont suivi la même voie. Les hôpitaux universitaires de Genève font de plus en plus de recherches qui démontrent qu'effectivement, le protocole MBCT pourrait également convenir à des personnes qui souffrent de troubles bipolaires. Et donc, il y a aussi des protocoles comme le développement de l'affirmation de soi, et notamment donc, face à la maman de ce monsieur qui était perçu comme très dévalorisante, à la fois dans le passé et le présent. Et une sexothérapie, donc par rapport aux difficultés sexuelles mentionnées. Et il y a aussi, dans le cadre de la thérapie, il y avait le temps qui a été pris pour évoquer les souvenirs associés à de douloureux sentiments d'abandon ou de peur. Donc, la situation en 2013, à la fin du suivi, la personne sent toujours des épisodes maniaques. Donc, elle peut être très énervée, par exemple, par des gens dans une file d'attente à un magasin et avoir envie de tous les chasser, mais cela ne dure que quelques secondes, donc ils ne passent pas à l'acte. Et sont toujours des épisodes dépressifs où surgissent des pensées tristes. S'il il s'en veut de ne pas avoir eu tout à fait la vie qui était souhaitée. Ces pensées peuvent durer plusieurs heures, voire 2 ou 3 jours, mais la tristesse est supportable. Il repère très vite ses états et réagit tout aussitôt en empêchant la spirale de s'enclencher et d'arriver à quelque chose de plus grave. Donc, comment est-ce que nous sommes arrivés à cela? Eh bien, donc, comme je l'ai annoncé, j'ai demandé à la personne si elle acceptait d'avoir une entrevue avec moi pour bien expliquer ce qui, selon elle, lui a permis de se sentir mieux. Donc, la législation française interdisant de manière absolue le filmage, les vidéos des patients que l'on suit, vous allez voir cette personne de dos tout au long de cette entrevue. Donc ici, ce ne sont que des extraits de cette entrevue que je vous propose de regarder. Donc, j'ai observé après une pratique de plusieurs mois que je n'avais pratiquement plus de pensée autocritique, qu'à chaque fois qu'une pensée autocritique pouvait naître dans mon esprit, et bien mon esprit aussitôt l'invitait à ne plus exister, sans violence. Le problème du dépressif en phase aiguë,
c'est que son esprit est complètement occupé par les pensées négatives, par les pensées qui s'imposent à lui, par les pensées qu'il ne maîtrise plus, par les pensées qui le submergent. Et il a dans son esprit un nombre de pensées importants, quelquefois en même temps, qui soit l'envahissent, le détournent de ses émotions et le submergent. Aujourd'hui, je ne suis plus submergé par mes émotions. J'ai un ressenti émotionnel beaucoup plus pointu qu'auparavant. Aujourd'hui, mon odorat est meilleur, à la fois ma vue est plus observatrice, tout ça, et je ne suis pas perturbé par des pensées qui m'envahissent. Je peux aussi donner l'exemple d'une vie beaucoup plus paisible, où je n'ai plus de pensées de comparaison par rapport aux autres. Voilà. Donc ici, ce que cette personne témoigne, c'est la réduction des pensées. Donc ici, quand on parle de la réduction des pensées, c'est la réduction des pensées automatiques. Parce qu'évidemment, il peut être très utile et très intéressant de penser, mais ici, ce dont on parle, ce sont des pensées automatiques, c'est-à-dire des pensées qui s'imposent à soi, et notamment, donc, si ce sont des pensées angoissantes ou désespérantes, ce sont des pensées qui peuvent nous faire considérablement souffrir. Donc, c'est tout d'abord la réduction des pensées qui a aidé cette personne à aller mieux. Je vais donner un autre extrait de cette entrevue. J'ai un lâcher-prise très rapide, notamment au volant. Au volant, les gens qui ont des comportements qui pourraient être critiqués ne m'intéressent pas, et j'accepte à peu près tout ce qui se passe. La personne qui est longue à démarrer au feu rouge ne suscite plus chez moi d'énervement. La personne qui ne respecte pas une priorité, c'est comme ça. Donc, voilà, et donc ici, ce dont la personne témoigne, c'est d'avoir observé une réduction de son impulsivité. Donc, une réduction de son impulsivité qui pouvait l'amener à avoir des comportements colériques, mais qui n'apportaient pas de solution ou d'amélioration de la situation. Et des réactions colériques qui étaient disproportionnées par rapport à la situation et qui échappaient à son contrôle volontaire. Donc, elle témoigne également du développement de l'équanimité. Donc, l'équanimité est le fait de pouvoir rester dans une certaine égalité d'humeur. Donc, le fait de rester dans une égalité d'humeur, cela veut dire que on n'est pas devenu insensible, au contraire, on est très sensible à l'instant présent, qui peut être agréable comme désagréable, joyeux ou triste, paisible ou mêlé de colère, etc. Donc on reste très sensible à l'instant présent, mais l'instant présent n'influence pas les instants qui suivent. On peut vivre un instant joyeux, puis un instant triste,
on peut vivre, ou le contraire, un instant triste, puis un instant joyeux. Donc l'humeur, c'est un ensemble d'émotions qui s'inscrivent dans le temps, indépendamment des circonstances. On peut avoir un événement qui nous rend très triste et rester très triste, alors que nous vivons des circonstances qui sont devenues beaucoup plus heureuses. Donc l'équanimité, c'est l'égalité d'humeur, c'est le fait de pouvoir accueillir avec égalité le sentiment de tristesse comme le sentiment de joie, ne pas s'attacher à ces sentiments, être capable de les vivre pleinement et de les laisser passer. Ce sont les ingrédients d'équanimité. Donc nous allons écouter ce que la personne a à nous dire par rapport à cela. Eh bien, peut-être, me concernant, je suis un ancien veille. Et lorsque je t'ai consulté en 2009, j'avais encore des accros sur les mots, probablement, par des stimuli émotionnels qui bloquaient un peu l'organe de la parole. Aujourd'hui, l'apport de la confiance en soi, et je recommande pour ceux qui recherchent de la confiance en eux, je recommande la méditation sur la montagne. L'apport de cette confiance, de cette ouverture aux autres, fait que maintenant je peux prendre la parole sans accrocher sur les mots, ce qui est une différence notable me concernant. Tu peux peut-être donner d'autres exemples d'apport de la méditation sur la montagne? Oui, la méditation sur la montagne, quand le méditant entre bien dedans, après quelques pratiques, donne vraiment une stature puissante, une assise en soi, une confiance en soi, qui permet tout simplement de se balader dans les émotions de la journée, sans risquer d'être dépassé ni érodé à chaque fois par chaque émotion. Voilà, c'est aussi simple que ça, et à chaque fois que je me sens un peu bien, avoir moins de stature, que je sens moins la complétude, eh bien j'aime bien pratiquer cet exercice, comme j'aime bien pratiquer l'exercice voir et entendre, surtout dans un beau cadre de nature. Tu sembles donc faire un lien direct entre la pratique de la méditation sur la montagne et le développement du sentiment de confiance en soi. Ça me paraît très net en ce qui me concerne, et sentiment de confiance en soi, d'ouverture aux autres, absence de peur de prendre la parole, absence de peur dans le dialogue, ce qui fait à ce moment-là adopter des phrases ouvertes, plus nuancées, au lieu de phrases séquencées, courtes et sèches. Voilà. Et donc, pour ceux qui n'auraient pas très bien compris donc, ce qui a été dit au départ, c'est qu'il s'agissait d'une personne qui souffrait de bégaiement. Il était bègue.
Et donc, ce qui a évidemment joué un rôle dans la confiance en soi. Je voudrais aussi rappeler que la confiance en soi, ici, pourrait se définir comme un sentiment de sécurité du fait qu'on se fie à quelque chose ou quelqu'un. Et notamment, là, c'est à soi-même. Donc, il a témoigné que la méditation sur la montagne a développé cette confiance en soi. C'est effectivement ce qu'on peut observer chez beaucoup de personnes. Cependant, je mets en garde, ce n'est pas seulement cet exercice qui a joué un rôle, et pratiquer d'emblée cet exercice n'aura pas forcément le même effet que celui décrit ici. Donc, sachant qu'ici, cette personne a pratiqué la méditation sur la montagne après avoir pratiqué pendant plusieurs semaines d'autres exercices de méditation qui ont contribué à réduire le stress d'une manière globale et l'agitation mentale. Donc, nous avançons. En résumé, donc, nous constatons donc que la méditation en pleine conscience a permis une réduction des pensées autocritiques qui étaient automatiques. Ça a permis le développement de l'équanimité, ce qui a permis la diminution de l'impulsivité. Donc, dans la méditation en pleine conscience, le fait de pouvoir accepter de manière égale des sentiments agréables ou désagréables, c'est ce qui permet de réduire le stress. Et c'est cette réduction de stress qui prévient l'impulsivité. Et l'impulsivité est aussi prévenue par une plus grande conscience de notre vécu émotionnel d'une manière globale. Parce que les émotions qui viennent de manière impulsive, ce sont souvent des émotions dont nous prenons conscience uniquement quand elles atteignent un niveau d'intensité tout à fait ingérable. Donc cette diminution de l'impulsivité a permis le développement de capacités relationnelles, parce que évidemment la personne impulsive a plus de mal à mener à bien une relation que la personne qui parvient à gérer ses émotions. Et donc en conséquence, il y a eu le développement de la confiance en soi, le fait de se sentir mieux avec les autres, à développer la confiance en soi, ce qui a entraîné l'arrêt du bégaiement. Donc souvent le bégaiement, et il semble que beaucoup de psychopathologies, peut-être toutes les psychopathologies, sont au départ liées à un manque de confiance en soi. Et donc la situation en mai 2018, donc il y a une méditation informelle chaque jour, c'est-à-dire qu'au départ, l'entraînement consiste à pratiquer des exercices formels à certains moments de la journée, puis ensuite la personne apprend à intégrer dans ses activités quotidiennes la pratique méditative. Par exemple, elle apprend à brosser ses dents en méditant, à passer l'aspirateur en méditant, etc. Ou plus exactement, l'activité qui consiste à se brosser les dents devient une activité méditative, l'activité qui consiste à passer l'aspirateur devient une activité méditative, le fait de préparer son repas devient une activité méditative, le fait de prendre son repas devient une activité méditative, etc. Et donc, à partir du moment où on peut intégrer dans le quotidien la méditation, il y a beaucoup moins besoin d'exercices formels de méditation. Il n'y a plus d'accès dépressif depuis 2009.
La consommation d'alcool est réduite et elle est stable, elle n'a pas augmenté depuis 2009. La personne peut rester seule sans peur, ni avoir besoin de boire. Il y a une amélioration des difficultés sexuelles, donc la personne peut désormais être en position dominante comme en position dominée. Je tiens à préciser sur ce point que finalement, je n'ai pas mis en place de sexothérapie comme je l'ai annoncé et comme cela a été prévu. La pratique méditative a simplement permis, peut-être le développement de l'équanimité, a permis que la personne puisse tout à fait changer de position, se mettre en position dominante ou dominée aisément et sans difficulté. Les sauts d'humeur sont détectés rapidement et tout de suite gérés en restant concentrés sur le présent. Donc là, c'est l'apport de la pleine conscience. On a beaucoup plus conscience de nos réactions émotionnelles et donc on peut rapidement les gérer. Il y a des réductions des pensées négatives sur le passé et le futur. Les épisodes de tristesse décrits en 2013 ont disparu et depuis 2009, il n'y a eu aucune hospitalisation, ni aucune crise nécessitant une psychiatrisation. Depuis 2013, sur conseil du médecin généraliste, il y a un suivi de contrôle constant par un psychiatre qui connaît bien le patient et qui pourrait intervenir en cas de crise. Mais il n'y a plus de crise. Donc le traitement actuel en 2018, uniquement le Tegretol, 100 mg en libération prolongée, donc le dosage a été réduit de moitié, il n'y a plus d'antidépresseurs, plus d'anxiolytiques. Donc il y a eu un essai en 2017 d'arrêt du Tegretol avec l'accord médical, puis reprise le 15 mai 2018, du fait d'une dégradation du sommeil, 2 à 3 cycles d'1h30 de sommeil par nuit, ce qui a fini par générer de l'épuisement. Le sommeil se rétablit progressivement suite à la reprise du Tegretol. Des examens complémentaires par rapport au sommeil ont été prescrits, mais je ne suis plus de la partie parce que cette personne a déménagé très loin de chez moi et ne peut plus être suivie par moi. Donc les perspectives techniques, c'est est-ce que nous pouvons utiliser la pleine conscience pour prévenir des épisodes maniaques, donc par une meilleure perception des affects prémices de la crise maniaque, donc quand la personne va éclater en colère, avant qu'elle éclate en colère, elle sent sa colère monter, s'initier, et donc très vite elle peut réagir pour ne pas déclencher un orage qui peut durer alors des jours et qui peut demander une intervention psychiatrique et médicamenteuse pour être calmée. L'importance de la métaphore et de la visualisation est alors à reconsidérer comme moyen psychothérapeutique principal du fait de leur impact sur leurs émotions. Donc, dans le protocole MBCT, on utilise peu la visualisation. Et ça contraste par rapport à d'autres protocoles, notamment les protocoles destinés aux personnes qui souffrent d'addiction ou la thérapie fondée sur la compassion. Et donc peut-être donner plus d'importance à l'utilisation des métaphores et à la visualisation, au fait donc d'imaginer des choses en imagerie mentale. Ça pourrait être intéressant. Donc, pourquoi est-ce que c'est intéressant ? Bien parce que ça a plus d'impact sur les émotions. Si par exemple, je me dis je suis en train de manger un citron, ça n'a pas beaucoup d'impact sur les sensations du corps. Si par contre, avec beaucoup d'attention, je ferme les yeux et je vois un citron devant moi que je découpe et que j'avance vers ma bouche et que je croque d'un coup,
là, on peut avoir, d'ailleurs, rien que d'évoquer ces images, ça provoque une réaction amère au-dedans de ma bouche. Donc les images ont beaucoup plus d'impact sur nos réactions corporelles et émotionnelles. Et d'où l'importance de l'imagerie mentale en psychothérapie. En tout cas, en thérapie cognitivo-comportementale, c'est quelque chose qui est de plus en plus mis en évidence. Est-ce qu'il faut introduire dès les premières séances la méditation avec visualisation? Donc c'est dans la continuité de ce que je viens de dire. Est-ce qu'il faut considérer le doute, donc qui est le contraire de la confiance en soi, ou ce que certains appellent le soi critique, une partie de nous-mêmes qui peut agir de manière autonome et nous critiquer de manière constante parfois? Est-ce que le doute pourrait être un problème fondamental, comme la confiance en soi, le développement de la confiance en soi, une solution fondamentale à la maladie mentale, bien sûr. Est-ce qu'il faut privilégier la méditation sur la montagne et la méditation sur la bienveillance, voire les exercices de la thérapie fondée sur la compassion pour les troubles bipolaires? C'est une question. Donc, est-ce que le développement d'une attention portée sur les émotions, le corps et les comportements automatiques pourrait faciliter le processus psychothérapeutique? Donc, d'autres hypothèses, est-ce que l'approche transdiagnostique pourrait inclure les troubles bipolaires? Donc effectivement, depuis 2013 se développe de plus en plus une approche transdiagnostique, c'est-à-dire l'idée que la plupart des maladies mentales, peut-être toutes les maladies mentales, ont des caractéristiques communes, ont des processus mentaux communs. Et que donc, si on agit sur ces processus mentaux, eh bien, on pourrait obtenir une amélioration dans la plupart des maladies mentales. C'est ce qui explique pourquoi la pleine conscience est de plus en plus appliquée à une palette de maladies mentales de plus en plus large. Est-ce que la pleine conscience pourrait devenir la base de la psychothérapie à destination des personnes souffrant de troubles bipolaires? Est-ce que les exercices en pleine conscience visant le développement d'équanimité pourraient-ils remplacer la médication pour la régulation d'humeur? Donc c'est une question, elle reste ouverte. Et donc je donne aussi quelques pistes de recherche fondamentales. Est-ce que la psychothérapie doit être fondée premièrement sur les émotions? Donc en comportemental, on agissait d'abord sur les pensées et on pensait qu'ainsi on agissait sur les émotions. Maintenant, on a plus tendance à penser qu'il faut agir sur les émotions, ce qui finalement influence nos pensées et nos comportements. Donc, je suis évidemment convaincu que la psychothérapie devrait être fondée premièrement sur les émotions. Y a-t-il lieu de conceptualiser l'imagination comme une composante autonome de la personnalité, comme on conçoit l'intelligence, la mémoire? Est-ce qu'il y aurait lieu de conceptualiser l'imagination au même titre que la mémoire ou l'intelligence comme une composante de la personnalité? Dans quelle mesure l'imagination peut-elle jouer un rôle dans le processus psychothérapeutique? Comment l'imagination se développe-t-elle depuis la naissance? Donc évidemment, si l'imagination a une telle importance dans le processus psychothérapeutique, c'est vraiment important de savoir comment elle se développe et comment un adulte peut développer sa capacité d'imagination. Car on peut rencontrer de plus en plus d'adultes qui n'ont plus d'imagination, qui ont beaucoup de mal à utiliser leur imagination. Donc habituellement on dit c'est comme ça, mais peut-être ça vaut la peine de mettre en place des procédures pour développer l'imagination, comme on cherche à développer l'intelligence chez une personne. Et quelles sont les conditions d'une influence efficace de l'imagination sur les émotions? Dans quelle mesure l'état hypnotique augmente-t-il l'efficacité de cette influence? Quelles sont les caractéristiques communes entre l'état de pleine conscience et l'état hypnotique, les deux exigeant par exemple une focalisation de l'attention? Quelles seraient les métaphores les plus efficaces et aussi pourquoi? Et promouvoir la psychologie de la religion.
Par exemple, on peut voir une conférence de l'Université de Montpellier sur la psychologie de la religion, sachant que c'est dans le cadre d'une faculté de médecine. Pourquoi la psychologie de la religion? Quand on regarde bien la religion, la plupart des religions, je ne dis pas toutes les religions, vont faire une place importante à la focalisation de l'attention, aux états de transe qui correspondent aux états hypnotiques, et vont donner beaucoup d'importance à l'imagination, aux métaphores. Donc ça peut être intéressant d'étudier ces religions d'un point de vue psychologique. Et c'est peut-être une erreur qu'en France, par exemple, à ma connaissance en tout cas, aucune faculté de psychologie n'enseigne la psychologie de la religion. Et voilà, donc une bibliographie sommaire qui reprenne les livres intéressants sur lesquels se base cette présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter à travers Psychologica ou Sexologica, vous pouvez me contacter par mail ou peut-être même prendre rendez-vous si vous le souhaitez. Voilà, merci de votre écoute.